Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Je ne sais pas si vous le remarquez vous aussi, mais regardez autour de vous la prochaine fois que vous êtes en terrasse, dans une file d'attente ou dans le train. Combien de personnes ont les yeux rivés sur leur téléphone? Et pas seulement les ados, nous, les adultes, les parents. Soyons honnêtes, qui n'a jamais sorti son téléphone juste 2 minutes, je mets des guillemets, en attendant quelqu'un? Qui ne s'est jamais surpris à scroller sans même savoir pourquoi? Moi, la première, je dois lutter contre moi-même pour ne pas le faire. Et j'ai comme l'intuition que je ne suis pas la seule. Alors cette semaine, dans le cadre du podcaston, on a choisi de mettre en lumière l'association Lève les yeux. Une association qui intervient auprès des jeunes, des familles et des écoles pour aider à reprendre le contrôle sans diaboliser les écrans et surtout en redonnant envie de la vraie vie. Est-ce qu'on sait encore s'ennuyer, se parler sans distraction, poser son téléphone sans ressentir ce petit manque et surtout, comment accompagner nos enfants dans un monde où les réseaux sociaux sont conçus, il faut le dire, pour capter leur attention. Parce que les notifications, les stories, le scroll infini, il faut l'avouer, notre cerveau adore ça. Mais il ne sait pas très bien où est la fin et il ne fait surtout aucune différence entre la dopamine d'un like et celle d'un vrai fou rire partagé. Dans cet épisode, on ne va ni paniquer ni culpabiliser, on va parler d'outils concrets, de défis collectifs, de stratégies simples pour vous aider, vous et vos enfants ou vos ados, à lever les yeux. Je vous souhaite une très bonne écoute et partagez cet épisode. Ça fait du bien de sentir que nous ne sommes pas les seuls à être un petit peu démunis parfois face à notre addiction aux écrans. Et puis surtout, ça va faire partie du monde de nos enfants dans les années à venir. Donc autant qu'ils soient le mieux outillés possible. À très vite. Salut Floriane. Salut Clémentine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de dernière minute. Je tiens à préciser, tu t'es libérée en 2-2, donc rien que pour ça, merci. Merci à toi. Alors, on va parler du numérique et ce qui est hyper intéressant, c'est que tu es ingénieur de formation. Ingénieur E, tu sais, quand j'écris ingénieur E sur ma fiche, ils ne comprenaient pas. Je disais, si, il y a des femmes ingénieurs, évidemment. T'as toujours voulu travailler dans la tech ? Oui, ça fait un moment déjà. J'ai toujours eu un côté un peu geek où je codais des choses le soir chez moi. Normal. J'ai aimé ça. Et du coup, après, j'ai fait une école d'ingénieur à Paris. Et puis, à la suite de ça, j'ai travaillé à Londres et au Brésil pendant 7 ans. Jusqu'en 2023, je travaillais dans des entreprises de tech, donc je codais des logiciels, des applications. Je travaillais pas pour TikTok ou Snapchat, mais quand même, j'étais au cœur de la machine, on va dire. Donc oui, j'ai toujours eu un côté geek. Au début, pas vraiment assumé. Puis après, si, je me suis dit que c'est ça que j'avais envie de faire. À quel moment on code pour le plaisir quand on est jeune ? Je comprends pas cette phrase. Ouais, je sais pas, j'ai toujours aimé automatiser des process. Je me dis, à chaque fois, quand je fais une chose 1 fois, 2 fois, après je me dis, allez, je vais créer un code pour l'automatiser, pour pas perdre de temps. Et puis oui, je sais pas, j'aime bien l'exercice intellectuel de coder. Alors, tu as baigné dans ce milieu de la tech toute ta carrière, jusqu'en 2023. Pourquoi est-ce que tu as quitté cet environnement ? Alors, donc j'étais au Brésil jusqu'en 2023 et il y a eu un moment, c'était dans un restaurant en bord de mer dans le nord du Brésil, dans l'état du Ceará, où j'étais dans un restaurant vraiment somptueux et toutes les tables autour de moi, tout le monde était sur son téléphone. C'était des situations très variées. Il y avait un groupe d'amis où ils étaient en train de scroller, ils ont juste pris un selfie, donc à ce moment-là, ils ont levé la tête. Des amoureux qui vont passer le repas à scroller alors que, bon, voilà, un restaurant, c'est quand même aussi une situation un peu exceptionnelle. Enfin, on va pas tous les jours au resto. Il y avait aussi un papa avec sa fille. La fille lui parlait de problèmes qu'elle avait au collège et le papa était en train de scroller sur Facebook.
Et là, ça m'a fait un électrochoc. Je me suis dit, mais c'est quand même étrange cette société où on est dans un endroit magnifique en bord de mer et en fait, on préfère, en compagnie de gens qu'on aime, et on préfère être en train de scroller. Et donc voilà, ça a été un long procès. Donc ça, c'était en 2019 et j'ai quitté le numérique en 2023. Donc il s'est passé quelques années où j'ai beaucoup lu sur le sujet. Je me suis documentée sur les impacts qu'avait l'envahissement des écrans dans nos vies, sur des aspects variés, sur les enfants notamment. Et puis d'abord, j'ai commencé à faire des week-ends déconnectés avec des amis d'amis, dans les Alpes, parce que j'ai un gîte familial là-bas, donc c'était pratique de l'organiser, au Brésil aussi. Voilà, pour essayer d'insérer des moments déconnectés dans nos vies. Et puis, la dissonance cognitive était telle au bout d'un moment que je me suis dit que non, j'avais vraiment envie de passer de l'autre côté, de quitter le monde du numérique parce que je me reconnaissais pas dans cette numérisation à marche forcée de la société. Et donc, j'ai rencontré l'association Lève les yeux pour laquelle je travaille actuellement. Mais ça a été c'est un long process parce que ça implique beaucoup de changements de carrière, financiers, etc. Donc, j'ai pas sauté le pas du jour au lendemain, mais je regrette pas du tout. Avec du recul, puisque maintenant ça fait 3 ans que tu as quitté ce milieu-là, qu'est-ce qui t'a le plus frappé dans tout ce que tu as fait, tu vois, depuis toutes ces années et qui aujourd'hui tu te dis mais comment? Dans ce que j'ai fait, tu veux dire que je regrette ou qui m'ont En tant qu'ingénieur, tout ce que tu vois, le temps que tu passais à développer des choses et aujourd'hui on va parler de ton travail dans cette association Lève les yeux, tu vois, d'être de l'autre côté. Oui. Qu'est-ce qui t'a frappé, qui te frappe le plus? Je me suis rendu compte que même, je travaille dans le secteur de la santé et de l'éducation, donc a priori on peut se dire oui, c'est pas un réseau social addictif, etc. Mais même dans ces secteurs-là, on codait les choses de telle sorte que l'utilisateur soit accro en fait, même dans le secteur de la santé ou de l'éducation. Et d'ailleurs, on le voit parfois dans des applis comme Duolingo où on est incité à y retourner très très souvent. Bon, alors on pourrait se dire que c'est un aspect bénéfique d'apprendre une langue, etc. Mais ça quand même fait appel à des vulnérabilités qu'on a, cette gamification où on veut toujours inciter l'utilisateur à revenir. Et d'ailleurs, ça s'inscrit dans un domaine d'études qui s'appelle la captologie, que du coup j'ai étudié, qui vraiment décrit la manière de coder une application pour rendre l'utilisateur accro. Et c'est très très bien détaillé. C'est né dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire de tech persuasive à Stanford, donc des gens brillantissimes, qui ont étudié notre cerveau et la façon dont l'informatique, la tech en général, pouvait influencer un comportement, créer une habitude. Donc c'est pas au hasard en fait qu'on qu'on scrolle beaucoup de temps, ou même dans des applications qui sont pas, on pourrait se dire c'est pas un réseau social par exemple qui est conçu pour ça. En fait, même dans d'autres domaines, donc là en l'occurrence je travaille dans le domaine de la santé et de l'éducation, on insérait plein de différents aspects de l'application, des mécanismes addictifs en fait, vraiment de captologie. Captologie, c'est vraiment comment capter l'attention de l'utilisateur pour qu'il y retourne et qu'il y passe le plus de temps possible et qu'il perde la notion du temps. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Du coup, c'est pas si simple de se détacher de la technologie. Du tout, ouais. C'est très dur. Même, tu vois, j'ai lu, mais ça fait maintenant depuis 2019 que je lis énormément sur le sujet, que je rencontre des gens qui sont passionnés par ça. Et même moi, j'ai encore du mal à me désintoxiquer. Hein, vraiment, je fais des pauses régulièrement, mais j'ai encore des comptes sur les réseaux sociaux. Je passe beaucoup trop de temps sur mon smartphone. Donc, c'est un long chemin. Et c'est difficile, hein, vraiment. C'est pour ça aussi que on aura l'occasion d'en reparler, mais l'idée, c'est vraiment pas du tout de culpabiliser l'utilisateur, faire la morale ou quoi, parce qu'on est tous plus ou moins accros à notre téléphone, aux applis en règle générale. Alors, tu as rejoint l'association Lève les yeux. Je vous laisse comprendre le nom de cette association. Et tu animes donc des ateliers pour sensibiliser les jeunes, de plus en plus jeunes, tu m'as dit, aux écrans et à leurs usages. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que tu fais? Oui, et sûr. Pourquoi de plus en plus jeunes? Ça veut dire quoi? Oui, donc l'association Lève les yeux, elle est née en 2018, à la suite d'un constat qu'on a partagé probablement, le fait de voir des têtes, les yeux rivés sur les téléphones dans des situations variées, métro, restaurant, aux abords des écoles, dans les rues, enfin bref, voilà. Donc depuis 2018, Lève les yeux anime des ateliers de prévention auprès d'enfants. Donc au départ, c'était surtout collège-lycée, au niveau d'âge scolaire. Et puis maintenant, c'est dès la grande section de maternelle, parce que les écrans arrivent de plus en plus tôt dans la vie des enfants. Alors en grande section de maternelle, ils n'ont pas leur propre smartphone, hein, heureusement, mais ils ont accès à la tablette de la famille, à l'ordinateur, parfois au smartphone d'un des parents, etc. Donc maintenant, on a dû développer un atelier
pour la petite enfance, parce qu'on avait énormément de demandes, à la fois de la part de parents, d'enseignants, personnels en crèche, etc., qui nous demandaient des ateliers pour les tout petits. Alors, ils sont plutôt axés sur le sommeil, la gestion des émotions, alors que pour les plus âgés, on va décrypter justement des applications. Donc, on va choisir avec la classe, quand c'est dans le cadre scolaire avec la classe, la demi-classe, ou dans le cadre périscolaire aussi. On anime des ateliers dans des centres d'animation, centres sociaux. On a à cœur de leur expliquer pourquoi on est aussi accro. Donc, on va choisir avec eux 1 ou 2 applications. Souvent, c'est TikTok, Snapchat. Et puis, on la décrypte ensemble. Comment c'est fait pour qu'on soit accro, etc. Expliquer, leur donner aussi du pouvoir d'agir, de compréhension, en fait. Donc voilà, donc on sensibilise les jeunes de plus en plus tôt, les enfants aussi du coup, et puis leurs parents, c'est un effort combiné, donc on organise beaucoup de cafés des parents, conférences parents, aussi parce qu'ils sont souvent très démunis, ils savent pas plus trop comment faire. Donc déjà on leur explique que c'est pas que la faute, c'est même pas une faute, enfin, c'est compliqué d'être parent aujourd'hui dans l'ère du numérique et que ils peuvent pas porter tout sur leurs épaules, c'est une responsabilité de la société en fait, c'est pas une responsabilité. Évidemment que les parents ont une responsabilité à leur échelle, mais ça peut pas être que la responsabilité des parents. Donc, on les sensibilise aussi évidemment, on leur donne des clés, des solutions concrètes à mettre en place, mais l'idée, c'est vraiment pas du tout de leur faire la morale. C'est expliquer aussi que ça s'inscrit dans un système global où la société se numérise de plus en plus et que du coup, comment reprendre le contrôle ou le garder. Voilà, donc là, on sensibilise aussi les parents. Et puis, depuis peu, on fait de la formation professionnelle pour les professionnels en PMI, en crèche, les enseignants, les éducateurs spécialisés, animateurs, etc. On a beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, ça, on grossit chaque année. Voilà, globalement. Et on est présent un peu partout en France avec des grosses antennes à Paris et à Marseille. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer, si on prend un cas concret, de ce que tu fais quand tu vas animer une séance auprès d'un groupe, si on devait décrypter Snapchat ou WhatsApp ou TikTok, je sais pas ce que tu choisis, qui est une des 3 si tu veux, ou Meta, c'est quoi le mécanisme pour qu'on... Nous aussi, les parents, on comprenne. Vas-y, donne-nous un exemple parmi tout cela. Oui, alors quand on décrypte, par exemple, TikTok, mais c'est aussi, il y a quand même des mécanismes qui sont généralisés dans la plupart des réseaux sociaux. Par exemple, tu vois, Snapchat, ça a été le premier à mettre en place les stories, donc ces contenus qui sont éphémères. Et en fait, pour le cerveau, avoir accès à l'information est très valorisé. Et si l'information, elle est éphémère, elle ne dure pas longtemps, mais notre cerveau est tout fou. Il a très, très, très envie d'aller voir la story parce que potentiellement, dans 1 heure, dans 5 heures, elle n'est plus disponible. On parle parfois de FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose. Bon, les applis, elles utilisent ça, mais merci, parce qu'elles savent que ça marche très bien sur notre cerveau. Si une information est disponible, mais seulement pour un temps limité, mais évidemment qu'on a très très envie d'aller la voir. Quand on reçoit des likes aussi, on le voit très bien sur des images cérébrales, on sécrète un shot de dopamine, donc cette fameuse hormone du plaisir, ce qui fait que quand on poste une photo, qu'on reçoit des likes, on reçoit ce shot de dopamine et le corps ne fait pas la différence entre une gratification dans la vie réelle et une gratification virtuelle. Donc passer un bon moment avec ses amis et ressentir cette hormone du plaisir et la voir virtuellement, pour notre cerveau, il ne fait pas la différence. Donc c'est très dur, il faut se réhabituer notre cerveau à avoir du plaisir dans la vraie vie. Donc voilà, ça on en parle. Le scroll infini, ça c'est un grand classique des réseaux sociaux, TikTok, mais les autres l'utilisent. Le fait qu'il y ait plus de pagination, donc il y a plus de repères pour notre cerveau. Donc on sait plus vraiment. Si avant on se disait, et ça marche par exemple pour des sites de shopping, on se disait allez je vais jusqu'à la fin de la page 2 et puis après j'arrête. Et en fait là c'est infini, donc on scrolle et notre cerveau a plus de repères de pagination qui permettaient de se dire ok, après ça j'arrête. L'autoplay, donc le fait que les vidéos défilent automatiquement, ça c'est aussi un grand classique qu'utilise YouTube, Netflix, ou le fait que l'épisode suivant s'enchaîne. Et on s'est dit, et ça d'ailleurs dans la cathologie de l'université de Tech Persuadis dont je parlais plus tôt, le fondateur, le créateur de ce laboratoire l'expliquait vraiment très clairement, il faut miser sur l'inertie et la paresse de l'utilisateur. Donc s'il doit se lever, l'utilisateur lambda, il va pas se lever pour éteindre, non, ça s'enchaîne, il reste. Ça c'est très très bien détaillé. Toutes ces façons en fait de faire à l'utilisateur quelque chose qu'il n'avait pas prévu de faire au début. Typiquement, je regarde qu'un épisode, puis je vais me coucher, et puis en fait non, je binge-watch toute une série, toute une saison. Voilà, ça c'est
ça fait partie des classiques. On le vit, pas forcément d'ailleurs que sur les applications, sur les sites aussi, quand on accepte ou on refuse les cookies. Alors, accepter les cookies, c'est très simple. T'as un gros bouton rouge, vous pouvez les refuser, mais c'est le parcours du combattant. Déjà, faut trouver le bouton continuer sans accepter, qui a un contraste un peu, voilà, pas top. Après, faut décocher 15 000 cases et on finit par accepter. Tout ça, c'est réuni au sein d'un domaine qui s'appelle les dark patterns. C'est donc comment on crée une interface pour faire en sorte que l'utilisateur fasse quelque chose qu'il n'avait pas prévu de faire au début. Typiquement, je vais sur un site, je voulais refuser les cookies parce que les cookies, ça c'est un super terme marketing. On imagine des petits cookies mignons comme le cloud d'ailleurs, dans le même délire. On imagine que nos données, elles sont stockées sur un petit nuage. Bon, pas du tout. Il faut imaginer des stades remplis de serveurs qui tournent. Mais bon, donc ils sont très forts en termes de marketing. Donc les cookies, c'est un peu pareil. Souvent, il y a une petite image de cookies et tout. Bref, on va pour les refuser et en fait, c'est tellement compliqué qu'on finit par les accepter. Ça, c'est des classiques de comment on design une interface, une appli pour faire en sorte que l'utilisateur fasse quelque chose qu'il n'avait pas prévu de faire au début. Scroller beaucoup trop de temps. Je pense que je connais personne qui s'est pas dit à un moment, je scrolle 5 minutes et puis 20 minutes après, on lève la tête. Enfin, on le vit tous tout le temps. Donc, ouais, c'est très, très bien fait. Et les ingénieurs qui travaillent sont très forts. Enfin, voilà, ils ont étudié nos vulnérabilités, ils les utilisent, ils les exploitent. Ce sont des gens brillants. Et pour la petite histoire, les cadres et les ingénieurs de la Silicon Valley mettent leurs enfants dans des écoles sans écran jusqu'à 14 ans. Bon, pas tous, mais c'est vrai qu'une partie... Beaucoup, oui. Pas tous, c'est vrai. Pas tous, mais il y en a quand même beaucoup qui mettent... C'est vrai. Je me sens moins que, tu vois, je culpabilise moins de t'avoir entendu, parce que je me rends compte que je ne suis pas le problème. Ah non, c'est David contre Goliath. C'est vraiment très compliqué de résister individuellement. C'est sûr. Et donc, sur des cerveaux plus vulnérables, plus jeunes, il y a aussi une particularité qui fait que ça va être plus difficile. Exactement. Notre cerveau est mature à 25 ans, donc sur la gestion des émotions, la comparaison, l'estime de soi, c'est beaucoup plus compliqué sur un cerveau d'adolescent. Imaginons déjà sur nous l'effet que ça fait, alors sur les enfants, les ados. Compliqué. Alors, tu parlais tout à l'heure de ce terme, la captologie. Tu nous as expliqué les grandes bases. Est-ce que la captologie, c'est différent quand on s'adresse à des enfants, adolescents et à des adultes, ou est-ce qu'on fonctionne tous pareil ? Oui, non, on fonctionne tous pareil. Nos vulnérabilités sont globalement les mêmes. C'est juste quand on est plus jeune, on a plus de difficultés à résister à ces façons de nous capter. Et puis, on voit... disons que, notamment dans l'estime de soi, parce que la santé mentale, en règle générale, c'est un sujet qui nous intéresse énormément, parce qu'on rencontre, pour donner un ordre de grandeur, on rencontre 10 000 personnes par an avec Lève les yeux dans nos ateliers. Et depuis quelques années, la santé mentale, c'est ce dont on parle le plus. Au-delà de l'impact sur le sommeil, alors effectivement, les jeunes qu'on rencontre sont très fatigués, les profs nous en parlent, etc. Donc on peut pas négliger cet impact-là. Mais la santé mentale, et c'est très large, très varié, mais l'impact qu'ont notamment les réseaux sociaux sur la comparaison, l'estime de soi, le cyberharcèlement. Là, il y a une nouvelle tendance qu'on avait vu venir, parce que aux États-Unis, c'est plus fréquent qu'en France, c'est l'utilisation de l'IA qu'on appelle affective ou companionship. Donc le fait de tisser des amitiés ou des relations intimes ou amoureuses avec des chatbots, avec des robots d'intelligence artificielle, que ça pose encore d'autres problèmes. Donc Snapchat a le premier, je pense, dans les réseaux sociaux introduit My AI, donc c'est un compagnon IA à qui on peut poser toutes les questions. Et il y a carrément des applications dédiées, donc Character AI et Replica, les deux plus grosses, où l'idée c'est de développer des relations amicales, intimes, amoureuses avec des chatbots. Et ça nous pose vraiment question, parce que j'ai les jeunes qu'on rencontre et qui utilisent ces applications-là, leurs deux arguments à chaque fois qu'ils reviennent, c'est il ou elle me répond tout de suite. Donc bon. Alors on explique que c'est pas il ou elle, c'est une machine qui est faite pour répondre immédiatement, et il ou elle est toujours d'accord avec moi. Ne me juge pas. Ouais, toujours d'accord avec moi, elle ne me juge pas, etc. Et c'est un phénomène qu'on avait déjà vu évidemment sur les réseaux sociaux, ce phénomène de polarisation, où on va sur notre feed Facebook et on voit des choses de personnes qui pensent comme nous, et du coup on finit par croire qu'on a raison. On se dit si tout le monde pense comme moi, c'est que je dois avoir raison. On appelle ça les chambres d'écho. Alors là c'est exacerbé, parce que c'est même plus dans l'entre-soi, c'est quelqu'un qui en permanence va dans notre sens. Moi j'ai écrit une pièce de théâtre sur le sujet, donc j'ai téléchargé les deux applications en question, et c'est assez fou. Chaque réponse que me donne mon IA affective, je la note de 1 à 5, je lui mets des pouces en haut, pouces en bas, et comme ça, à la fois d'après, elle va encore plus dans mon sens.
Et donc ça pose des questions même au niveau de la société. Comment on fait société si on n'accepte plus l'altérité de l'autre? Donc voilà. Donc c'est vrai que comme, mine de rien, avec la réalité de terrain, avec les 10 000 jeunes qu'on rencontre, on a aussi accès à des nouvelles tendances comme ça et ça nous permet, parce que c'est quelque chose dont j'ai pas encore parlé, avec l'association, on a aussi un volet de plaidoyer politique pour faire en sorte que les lois changent, protègent mieux les citoyens, notamment les plus jeunes. Et donc ces réalités de terrain, ces données de terrain, elles nous permettent aussi d'alimenter notre plaidoyer. Quand tu vas sur le terrain, justement, que tu vas voir soit des jeunes enfants ou des ados, est-ce qu'ils savent déjà ce dont tu parles ou est-ce qu'ils tombent des nues en découvrant l'envers du décor? Souvent, ils se rendent compte qu'ils passent trop de temps. La plupart des jeunes qu'on rencontre nous disent « Oui, je me rends compte que passer toute mon après-midi le samedi sur TikTok, c'est pas la meilleure utilisation de mon temps. Mais tout le monde y est. Et du coup, je vais rater, si j'y suis pas, je vais rater la vidéo que tout le monde a vue. » D'ailleurs, il y a une étude intéressante de l'Université de Chicago qui montrait que les ados étaient prêts à payer pour rester sur un réseau social si tous leurs amis y étaient, mais ils étaient prêts à le quitter et à payer pour le quitter si les 2/3 de leurs amis le quittaient. Donc il y a une vraie tendance de groupe en fait, mais qu'on voit dans plein d'autres, la mode enfin. Mais c'est très très vrai chez les jeunes qu'on rencontre, ils se rendent compte qu'ils passent trop de temps, mais pour répondre à ta question, ils se rendent pas compte de l'envers du décor, de comment c'est conçu, du fait que toutes les données, tout le temps qu'ils passent à scroller, ensuite toutes ces données vont être utilisées pour faire de la publicité ciblée. Donc souvent ils se disent mais en fait ils se font beaucoup d'argent, parce qu'on explique aussi que par ailleurs c'est des entreprises dans les plus riches. L'industrie numérique a dépassé l'industrie pharmaceutique et pétrolière en termes de revenus publicitaires. Donc oui, il y a souvent un déclic. Après, ça marche pas sur les 35 élèves d'une classe, mais souvent il y a un déclic mais en fait ils se font beaucoup d'argent avec mes données, ou bien mais ils utilisent les trucs de mon cerveau pour m'avoir et pour que je reste longtemps. Alors ça peut, encore une fois, il n'y a pas toute la classe qui réagit comme ça, mais souvent ils réagissent et puis après on leur donne des clés, des solutions pour reprendre le contrôle. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois nos ateliers et les conférences, c'est souvent le même déroulé. On prend conscience du problème, donc on va parler des impacts sur la santé physique, sédentarité, santé mentale, les informations et tout. Bon, c'est la partie un peu plombante parce qu'on est un petit peu obligé de mettre tout le monde au même niveau en termes d'information. Donc bon, après on le fait sous forme interactive et ludique, sous forme de quiz, donc ça va. Ensuite, on comprend pourquoi on est aussi accro en décryptant les applis. Et après, on repart avec une trousse à outils de possibles façons de reprendre le contrôle. Alors toi, tu organises aussi des séjours déconnectés, parents et enfants, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quoi ça correspond? Oui, alors c'est parti vraiment... au départ, c'était qu'avec des amis. Maintenant, ça s'est un petit peu élargi. C'est encore pas hyper professionnel. Mais l'idée, c'est le temps d'un week-end au moins. On se retrouve tous dans les Alpes, dans un gîte familial. Et le temps d'un week-end, on met les téléphones de côté. Mais ce que je voulais pas, c'est qu'une fois passé le week-end, on revienne tous lundi matin à scroller comme des fous. Donc l'idée, c'est que pendant tout le week-end, on ait de la sensibilisation. C'est-à-dire comme ça que j'ai rencontré Lève les yeux au tout départ. C'est parce que je cherchais une asso pour venir tout au long du week-end. Alors on fait pas ça, on fait pas que parler d'écran, heureusement. Sinon, ce serait un peu déprimant parfois. Mais c'est plutôt, sensibiliser, débattre sur la place des écrans dans nos vies, mais aussi marcher, cuisiner, faire de la danse, faire du yoga. Voilà, c'est un week-end très chargé en activités chouettes et du coup de déconnecter. L'idée, c'est qu'on met nos téléphones dans les petites pochettes, qu'on verrouille le temps du week-end. Et on met le gros aimant pour déverrouiller bien en vue. Donc celui qui a envie de craquer ne va le faire aux yeux de tous. Et donc l'idée, c'est après le week-end d'avoir comme un challenge pendant les 3 semaines qui suivent pour mettre en pratique tout ce qu'on s'est dit et que ça crée un effet de groupe, en fait, que tous ensemble on essaye. Parce que ce qu'on voit beaucoup, c'est que c'est très difficile de changer son comportement si on est tout seul à le faire. Et que ça marche. Pour le coup, au contraire, c'est vraiment positif, ça marche bien quand on est plusieurs, par exemple au sein d'un foyer, dans un groupe d'amis, à essayer de changer son comportement. Et on le voit d'ailleurs, on organise avec Lève les yeux. Donc ça, je reprends ma casquette Lève les yeux, mais on organise vraiment des défis de déconnexion. Donc ça veut dire que pendant 10 jours, il faut au moins qu'il y ait un week-end à l'intérieur, pendant 10 jours, parents, enfants, enseignants, personnel éducatif, animateurs du périscolaire quand ils sont aussi impliqués,
pendant 10 jours, on essaye de minimiser l'usage récréatif des écrans. Donc, si on travaille avec un ordi, on va pas poser une semaine de congé. Voilà, l'idée, c'est que on propose du coup un programme d'activités déconnectées très riche pour ne pas, au moindre moment d'ennui, on ait envie de ressortir son smartphone ou sa tablette. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est que pendant 10 jours, il y a des activités de lecture comptée, bricolage, danse, concert, même cinéma, dans le sens où oui, on va regarder un film avec un écran, mais c'est quand même pas pareil. On choisit le film ensemble, on en discute, c'est quand même différent de chacun dans sa chambre qui regarde Netflix. Voilà. Et donc ça, on voit que ça fonctionne très très bien en termes de changement sur le court, moyen, long terme. On se rendait bien compte chez Lève les yeux quand on organisait des défis que les gens étaient très contents. Alors passer les 2-3 premiers jours où tout le monde est à cran, où on a des réflexes, où on sort son téléphone tout le temps. Enfin voilà, je sais pas, on est à la queue d'un supermarché, où on attend le bus et on a envie très très envie de scroller. Bon, passer ces 2-3 premiers jours un peu rudes, après les gens sont globalement extrêmement contents de redécouvrir des activités déconnectées, accessibles. Enfin voilà, cuisiner, lire, dessiner, voilà, c'est à la portée. Même si encore on n'en a pas encore parlé, mais on voit que la dépendance aux écrans dépend quand même aussi énormément du milieu social. Donc, quand je dis la lecture, dans les faits, c'est pas si accessible. On a par ailleurs un autre gros projet avec le Centre national du livre. Bon, bref, tout ça pour dire que passer ces premiers jours, après, on voit des impacts très positifs dans le ressenti de l'expérience des gens et qui perdurent sur le long terme. Par exemple, les familles vont instaurer un rituel déconnecté, je sais pas, mardi soir, tous les mardis soirs, jeux de société, ou chaque premier dimanche du mois, on va au musée et c'est journée sans écran, ou la lecture des jeunes qui relisent, qui se remettent à lire après le défi des connexions. Parce que disons que sinon, en fait, si on va que sur interdiction des réseaux sociaux en 15 ans, interdiction de ci, interdiction du téléphone dans la chambre, bon, ok, soit, mais nous, ce qu'on aime chez Lève les yeux, c'est réenchanter la déconnexion, réenchanter les activités de la vie réelle. Et ça, c'est ce qui marche le mieux. Et puis, et d'ailleurs, les enfants, dans les ateliers, à la fin, à chaque fois, on leur dit, alors imaginez, il n'y a plus d'écran sur Terre, alors il y a un petit moment de panique, mais très vite, je leur dis, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais j'ai plus de place sur le tableau pour noter les activités, tellement qu'ils sont d'idées. C'est juste que si on les prépare pas un peu en amont, c'est très facile, on allume la télé, on regarde la tablette ou on regarde son téléphone, mais ils sont très très heureux. D'ailleurs, un super documentaire qui s'appelle Et si on levait les yeux, d'un enseignant dans une classe de CM2 qui a fait comme ça, fait vivre le défi des connexions à sa classe. Et les témoignages sont très beaux et on les partage à chaque fois parce que dans nos défis aussi, on ressent ça, le bonheur des gens de redécouvrir la vie déconnectée, et adultes comme enfants. Tu l'as juste précisé là, il y a quelques semaines, là, on est en plein dans ce mouvement-là d'interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans, mais pas WhatsApp, par ailleurs. Donc, c'est d'abord les autres plateformes. Comment on fait pour que l'interdiction envers les jeunes tourne pas en le plus grand défi pour aller sur d'autres plateformes, pour mentir, pour aller chercher ailleurs, et qu'on fasse vraiment de l'éducation au numérique pour dire ça c'est pour vous protéger, mais derrière on va vous équiper pour aller sur ces plateformes de manière un peu plus alerte. Oui, donc tout à fait. Il y a l'interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans qui a été votée lundi dernier à l'Assemblée. Donc c'était fin janvier, je précise pour ceux qui écouteront à un autre moment, c'est pas grave. Pardon, oui. Donc fin janvier, et elle sera mise en place en septembre, à la rentrée de septembre. 2026, ouais. 2026. Et donc, la France serait le deuxième pays à interdire les réseaux sociaux. Le premier, c'est l'Australie. Et c'est vrai qu'on a vu en Australie un grand contournement de la règle. Mais parce qu'en Australie, à la différence de la France, c'est aux plateformes de vérifier l'âge des utilisateurs. Or, elles n'ont pas vraiment intérêt à vérifier finement l'âge des utilisateurs parce qu'il ne faut pas oublier que derrière tout ça, c'est beaucoup de revenus publicitaires, c'est de la publicité ciblée. Donc, on a vu des façons très très simples de contourner la règle. Par exemple, sur certains réseaux sociaux en Australie, l'âge est estimé à partir d'un selfie. Du coup, visiblement, si on se maquille beaucoup, si on fronce les sourcils, on passe la vérification de l'âge. En France, ce sera différent dans le sens où ce sera pas aux plateformes de vérifier. C'est pas elles qui vont mettre en place le système de vérification. C'est un peu comme ce qui est fait par l'Arcom pour les sites pour adultes. C'est en gros une application. Alors, les détails techniques sont pas encore définis finement, mais l'idée, c'est d'avoir une entité publique, donc par exemple l'Arcom, qui va
En gros, quand on s'inscrit sur TikTok ou un autre réseau social, TikTok va demander à cette application si on a plus ou moins 15 ans. Mais TikTok n'aura pas accès à notre pièce d'identité, par exemple. Parce que l'idée, c'était vraiment, ce qu'on voulait éviter, c'était pas donner nos données personnelles à TikTok, Meta et tout. Mais ça pose quand même la question de comment l'Arcom sauvegarde nos données personnelles. Donc, plusieurs possibilités sont imaginées en ce moment. Par exemple, quand on crée un compte bancaire en ligne sur des applications, on va mettre son visage à côté de son passeport et puis l'appli va vérifier si c'est bien la même personne, si on a plus ou moins 18 ou 15 ans. Et puis voilà, il y aura juste un check, mais on n'a pas besoin de sauvegarder ad vitam aeternam notre passeport. C'est juste vérifier qu'on a l'âge et c'est bon. Donc, c'est ce qui semble se profiler pour la vérification de l'âge. Mais c'est sûr que cet aspect technique était au cœur des débats parce que, et on peut le comprendre, on n'a pas envie de donner nos cartes d'identité à la Commission européenne qui après, parce qu'il y a quand même dès 13 ans, dès 14 ans, dès 15 ans, oui, bien sûr. Pour ensuite faire du suivi à la un peu, ce qu'on a vu pendant le Covid, ouais, c'est vraiment pas l'idée. Donc, avec plusieurs associations, nous, on sera très alerte pour voir comment, dans les faits, techniquement, ça va être mis en place. Mais au moins, le fait que ce soit pas aux plateformes de le faire nous rassure dans le fait que ça va être effectif. Alors après, oui, il y aura toujours des façons de le contourner. Nous, cette interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans, on trouve que ça crée une nouvelle norme sociétale. De la même façon, on peut pas acheter normalement de cigarettes ou d'alcool avant 18 ans. Oui, on peut le faire, ou aller dans les casinos avant 18 ans, ok. Mais ça crée une nouvelle norme sociétale et c'est plus seulement aux parents d'avoir la responsabilité de comment on utilise le numérique à leurs enfants. Et ça, on le salue. On pense que c'est vraiment un premier pas, en tout cas. On voudrait aller plus loin, on lève les yeux avec une interaction des smartphones avant 15 ans, mais bon, c'est encore un autre débat. Parce qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux comme usage problématique sur les téléphones. En tout cas, dans l'usage qu'on voit chez les jeunes. Mais voilà. Et donc, la deuxième partie de ma question, c'était comment on fait pour les éduquer et faire en sorte qu'on ne diabolise pas non plus, puisque ça fera partie de leur vie, ça fait partie de nos vies aujourd'hui, les réseaux sociaux. Là, c'est une mesure de protection. Oui. Mais il ne faut pas non plus qu'à 15 ans, allez hop, c'est bon, évidemment, c'est pas les vannes et débrouillez-vous. Oui, c'est pas à 15 ans et un jour, allez, c'est parti. Donc, et c'est pour ça, nous, on souhaite pas, c'est pas parce qu'on interdit qu'on va pas essayer de réguler les plateformes ou protéger les jeunes, pas du tout, en fait. On veut actionner tous les leviers possibles. Et évidemment, en fait, le cœur de notre activité de la VGE, c'est l'éducation. L'éducation aux médias, sensibilisation sur ces questions-là. Et c'est vraiment... évidemment qu'il faut outiller les enfants, les jeunes, pour qu'ensuite, à 15 ans et un jour, ils ne soient pas complètement perdus dans cette jungle. Mais disons qu'on croit quand même dans le pouvoir d'interdiction, dans le pouvoir de la régulation, même si réguler les GAFAM, ça fait des années qu'on essaye, c'est compliqué, surtout en ce moment avec la menace douanière de Trump. Donc voilà, c'est vraiment un effort combiné, éduquer les enfants, éduquer les parents, les protéger. On fait aussi de l'éducation aux médias, par exemple, comment vérifier une source d'information, de fake news. Avec l'IA et les deepfakes, ça devient compliqué, mais bon, quand même, comment vérifier une source pour développer leur esprit critique. Voilà, c'est sûr que l'éducation, ça doit être au cœur de la prévention, que l'interdiction va pas suffire. Parce qu'il y a des moyens de la contourner, parce que comme tu le dis, à 15 ans et un jour, ça ne veut pas dire qu'on est apte à tout utiliser. Voilà, c'est un effort combiné, protéger, éduquer, réguler et interdire. Et qu'est-ce que vous répondez aux jeunes qui disent que oui, mais c'est aussi un espace de création pour eux, les réseaux sociaux, un espace de sociabilisation, qu'il n'y a pas que du côté négatif et morbide comme peuvent l'être parfois certaines plateformes, mais que c'est aussi un espace pour eux qui est de bonheur, en fait, pour certains. Oui, alors sur cet aspect-là, parce que c'est vrai que notamment dans le débat de l'interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans, on l'a beaucoup entendu. Il y avait une enquête qui a été menée par Odoxa pour Academia en juillet 2025 qui montrait que 67%, donc 2/3 des ados, sont pour l'interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans. Chez leurs parents, c'était 80%. Mais globalement, donc à 2/3, ils sont pour cette interdiction. Parce que, certes, il y a des possibilités de socialisation, etc., mais globalement, en tout cas à 2/3, ils sont favorables à cette interdiction. Nous, c'est vrai que les jeunes qu'on rencontre vont beaucoup nous parler des problèmes liés aux réseaux sociaux.
le fait on en a un petit peu parlé, mais le cyberharcèlement, la comparaison incessante, le fait de même se réveiller la nuit pour vérifier une notification sur un réseau social, tout l'impact que ça a sur leur sommeil, etc. Donc nous, c'est sûr que globalement, on voit plutôt les impacts négatifs, mais les enquêtes auprès des jeunes eux-mêmes et chez les jeunes qu'on rencontre nous disent qu'ils seraient favorables à cette interdiction et qu'ils voudraient être protégés au moins jusqu'à 15 ans. Après 15 ans, c'est un autre débat parce que c'est le lycée, donc aussi on est plus mature, c'est pas tout à fait pareil, c'est la majorité numérique, 15 ans. Mais avant 15 ans, les protéger en tout cas, et eux-mêmes ont très envie d'être protégés voyant les méfaits et l'impact que ça a sur leur vie. Quand même, pour garder ça en tête, une étude du CNIL montre qu'on s'inscrit en moyenne en France pour la première fois en réseau social à 8 ans et demi. J'ai vraiment du mal à ces chiffres. Vraiment, voilà. Je sais que c'est pas la première fois que je les entends, mais ça me perturbe. Ça me perturbe tellement de me dire que c'est possible. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et nous, c'est vrai, et de plus en plus tôt, on voit des enfants qui ont des comptes sur TikTok, qui du coup se comparent très tôt, comparent leur corps à ce qu'elles voient. C'est vrai que l'impact santé mentale, c'est beaucoup les filles, les adolescentes. Et donc, mais à chaque atelier, on entend des filles qui nous disent « Je veux ressembler à un filtre Snapchat ». L'autre jour, dans une classe de CE2, une fillette qui me dit « Moi, j'ai fait enlever tous les miroirs chez moi parce que je me supporte plus sans filtre. » Ou bien je veux faire une chirurgie pour ressembler à un filtre. Donc, disons que moi, j'ai quand même du mal à défendre. Après, je comprends. Bon, après, pour les adultes, c'est encore un autre débat, hein, mais j'ai quand même du mal à voir, en tout cas dans la balance, entre les impacts néfastes, négatifs et les impacts positifs. Mais c'est aussi une déformation professionnelle, je pense. Mais pour les tout petits, en fait, avant 15 ans, j'ai quand même du mal à me pousser pour qu'on laisse les réseaux sociaux à tous. Et puis, tu en as un petit peu parlé, mais TikTok en particulier, les réseaux sociaux posent des questions globalement, mais TikTok, et en étant ancienne ingénieure, l'algorithme de TikTok, il est en fait, il enferme très vite les utilisateurs dans des bulles de filtres. Et donc, on a fait le test chez Les Visieux, c'est très bien documenté, notamment par Amnesty International, qui a fait un rapport qui s'appelle Pousser vers les ténèbres, où en fait, très rapidement, si on signale qu'on est intéressé par la santé mentale, mais c'est très vaste comme sujet, alors, sur un compte vierge qui a juste déclaré ça, au bout de 12 minutes de défilement, 68% des vidéos ont trait à l'anxiété, à la dépression, à l'automutilation et au suicide. Donc, je me permets d'en parler parce que comme tu parlais du contenu mortifère, et nous, on a rencontré des familles de victimes, des parents dont les enfants se sont retrouvés dans ces bulles-là sur TikTok. Voilà pourquoi aussi je comprends le côté espace de socialisation, mais en tout cas, avant 15 ans, j'ai du mal à croire que c'est pas une bonne idée de les protéger. Pour terminer, du coup, avec Lève les yeux, si on est parents qu'on t'écoute là, on se dit, ce qui est bien, c'est de leur expliquer comment fonctionnent les algorithmes, ce que tu viens de nous donner là comme petites infos, c'est de les outiller. Et c'est de se dire que les activités en dehors, il y a aussi des choses hyper chouettes et qu'on peut faire des listes. C'est ça. Oui, c'est ça. Choses en fait, à mettre en place. Et faire les listes et puis les programmer un petit peu. Parce que c'est sûr, là, quand on organise des défis de connexion, c'est du travail de tout programmer, de préparer un programme intense et riche d'activités déconnectées. Mais c'est ce qui fonctionne le mieux. Et puis aussi, agir collectivement. Par exemple, un parent peut se sentir vraiment démuni si dans la classe de son fils ou de sa fille de 6e, tout le monde a un téléphone sauf lui. Et cet argument-là, on l'entend énormément de la part de parents qui ont dit oui, mais j'ai donné un smartphone parce que tout le monde en avait et je voulais pas isoler mon enfant. Évidemment qu'on n'a pas envie d'isoler notre enfant. Donc ce qu'on voit et qui marche très très bien, c'est des parents qui s'unissent en fin de CM1, CM2 et qui décident collectivement de ne pas offrir de smartphone à leurs enfants. Il y a carrément une association qui s'appelle Pacte Smartphone qui propose des pactes que les parents signent. Il y a aussi une mairie en Seine-et-Marne, la mairie de Seine-Port, où le maire a décidé d'offrir des téléphones à touche à tous les collégiens si les parents s'engageaient à acheter un smartphone seulement au lycée. Et donc là, ça a complètement changé en fait l'atmosphère dans la ville parce que les collégiens de Seine-Port n'ont pas de smartphone globalement. Alors après, il y a des exceptions et tout, mais à chaque fois qu'on arrive à renverser la tendance, en termes d'impact, c'est extrêmement positif. Quand collectivement, parce que on l'a vu brièvement, mais c'est très très bien fait pour qu'individuellement on ait du mal à décrocher. Mais collectivement, on le sait tous, on le vit tous nous aussi et tout au quotidien.
Merci beaucoup, Floriane. Au moins, on sait ce qu'on peut commencer à faire. J'aime beaucoup l'idée du pacte. Je trouve que c'est hyper puissant. J'aime beaucoup l'idée de programmer aussi des mardis soirs jeux de société, dimanche au musée, enfin peu importe ce que c'est, pour sortir de ça si jamais c'est notre réalité dans nos familles. Même si je sais que vous êtes beaucoup à écouter et être déjà un peu convaincus, mais au moins ça permet aussi de prendre un peu de recul. Et puis surtout, lève les yeux, on peut vous solliciter. Ah oui, complètement. Dans les écoles, oui, dans les mairies, pour des formations un peu à droite, tout à gauche. Fait. Des ateliers de la maternelle au lycée pour les enfants, les enseignants, le personnel éducatif. On est là. Donc n'hésitez pas pendant ce podcast-on à le faire. C'est important. Merci beaucoup, Floriane. Merci Clémentine. Merci à toi. Merci pour ton temps, qui a été très bien utilisé aujourd'hui. Et j'ai très peu scrollé aujourd'hui, je tiens à dire. Merci. J'étais occupée. Merci à toi. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.